Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode dans Roue Libre. Oui, un nouvel épisode et surtout un épisode qu'on attend pas mal puisqu'on est au mois de décembre. Le début du mois de décembre a été intéressant, même s'il a été un petit peu malheureux. Mais les beaux moments arrivent bien sûr avec les fêtes et avant ça, Namur, D-Game et tous les autres cyclocross qui sont prévus sur les antennes de Pix Plus Sport. On est bien accompagné aujourd'hui, on va parler forcément des grandes nouveautés au niveau du cyclocross. On va faire un petit bilan aussi et puis on va préfacer les deux grands rendez-vous qui seront, on le rappelle, en plateau le 15 décembre et le 30 décembre sur les antennes de Pix Plus Sport à Namur donc et à D-Game. On a avec nous, Mathieu Istas qui a vécu le commentaire le plus court de sa carrière il y a quelques jours, c'était dimanche avec ce cyclocross en Sardaigne. À Cabras, il n'y avait pas d'autre solution que d'annuler. C'était triste, mais c'est comme ça. Ouais, salut Gordon. Bah ouais, ça fait partie aussi de la vie des organisateurs qui ont dû malheureusement à 11h, à 2h du coup d'envoi de la course d'âme dire stop, on le fait pas. Ça a coûté beaucoup d'argent à la région, à Pippo Pozzato qui était dans l'organisation aussi. Alors on se doute bien que les assurances vont fonctionner. Ça avait déjà été le cas il y a quelques années à Merckx-Place dans le cadre du Super Prestige et aussi en Coupe du Monde à Coxide. Ouais, ça fait partie des impondérables. Et donc, a priori, on va essayer de trouver un accord entre l'UCI avec Flanders Classic et la région en Sardaigne pour que l'année prochaine, la manche italienne ait lieu. Et c'est ce qu'on espère évidemment pour l'organisation là-bas. Ouais, beaucoup de conséquences et des conséquences aussi sportives parce que c'est peut-être une annulation qui donne le sourire à certaines. Le malheur des uns fait le malheur des autres. Alvarado qui n'était pas là, Van Empel, par exemple, alors que Brand avait fait le déplacement, c'est un peu dommage pour elle. On verra. Avec tout ça, j'ai pas salué Frédéric Amorizon et Julien. Mais j'allais le faire. Bonjour les gars. Nos deux invités, Frédéric et Julien. Un Frédéric d'ailleurs, Mathieu, tu le disais juste en off, très affûté en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Tu roules beaucoup. Préparation hivernale importante pour être bien au printemps, mais vous voyez, j'ai quand même laissé la place au boss face à vous, Gordon, parce que il faut laisser l'honneur au King. Mais c'est vrai que je me porte pas trop mal et puis il y a des grands rendez-vous qui nous attendent. Donc il faut essayer d'être dans la bonne condition physique, c'est important. J'ai une question comme ça pour démarrer. On se souvient l'année passée à D-Game, on avait poussé la chansonnette. Est-ce qu'on retentera l'occasion cette fois? Ça n'est pas encore prévu, mais il y a eu un petit succès. On verra. En tout cas, il faut toujours garder quelques surprises pour la période des fêtes. On verra. Quelqu'un donc qui est là avec nous, c'est Julien Gilbert et qui était en envoyé spécial tout à l'heure. C'est magnifique puisqu'on a un épisode, on parle de Namur. Lui, il était présent à la conférence de presse. Bonjour déjà, Julien. Bonjour Gordon, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Oui, nous sommes dans une très belle semaine avec ce cyclocross de Namur dans le viseur. Et il y avait effectivement cette conférence de presse avec les quelques nouveautés qui seront au programme ce dimanche. Et ça promet une très belle journée. Effectivement. Et déjà peut-être une petite information comme ça, un petit peu croustillante sur ce que tu as appris ce matin? Alors, il y a des travaux au niveau des travaux de rénovation au niveau du théâtre de Verdure. Donc, le parcours ne passera plus par cet espace-là. Donc, ça va amener quelques aménagements après la première côte du parcours. Et il y aura surtout une très grande modification au niveau du public festif. C'est la grande tente avec le DJ qui ne sera plus sur l'esplanade, mais qui sera rapprochée de la zone avec le plus de public, celle du Dévers. Donc il y aura de l'ambiance à cet endroit-là dimanche. Attention à la glissade. Hein. La glissade dans tous les sens. Oui, donc ça promet d'être chaud une nouvelle fois. Après, si on glisse dans le dévers, on finit au marché de Noël aussi. Comment y arriver rapidement? On y sera de toute façon, ça c'est clair. On a parlé justement du feu qui est prévu à Namur. Il y en a eu un aussi à Cabras. C'est le sujet dans un premier temps de notre émission. On revient sur ce qu'on a dit un petit peu précédemment. Il y a eu, en plus de ces intempéries, un feu, un incendie dans la salle de presse. La salle de presse durant la nuit. C'est vraiment malheureux pour l'organisation. Donc, c'est Flanders Classic qui organise cette manche-là. Et donc, oui, la production a été appelée au matin ou en fin de nuit, c'est selon, comme quoi le feu avait pris à la suite d'un court-circuit dans la salle de presse. Donc, ça s'annonçait déjà pas dans les conditions optimales à partir de ce moment-là. Et puis, le vent qui soufflait de façon beaucoup trop importante pour que la course ait lieu. Et donc, comme la sécurité des coureurs et du public n'était pas assurée, tous ces éléments-là ont fait en sorte que l'édition a été annulée. Donc, ce qui veut dire qu'au classement, on aura droit à 11 manches, que tous ceux qui ont fait le déplacement se disent « Zut alors, on aurait mieux fait de partir en Espagne, aller chercher le soleil ». Maintenant, on ne peut pas non plus savoir tout ça à l'avance. Ça va un peu relancer la Coupe du Monde et c'est malheureux, très clairement pour les Italiens.
Mais pour Namur, en tout cas, tout reste ouvert. Et je rappelle que donc Namur sera donc la 3e manche, alors que Namur était censé être la 4e. Ouais, et ce sera le retour donc de Fem Van Empel notamment, hein, de Pieterse. de Pieterse aussi. Et ça, c'est l'élément très très important, notamment du côté des femmes. En restant en Sardaigne, avec cette manche qui a été annulée, on peut rapidement aller sur le sujet que j'avais envie de connaître avec vous. Qui est vraiment, ou qui sont les grands perdants justement de cette annulation? On parle bien évidemment des organisateurs, mais on le disait sur un point de vue sportif. Voilà, Fem Van Empel qui avait décidé de faire l'impasse, elle se retrouve finalement dans une très bonne position maintenant, hein, Fred. Oui, elle a fait un bon début sur ces 2 premières manches de Coupe du Monde, même si ça se tient avec Lucinda Brand, puisqu'elles ont inversé leur position. Ces circonstances, voilà, cette annulation, je ne pense pas qu'il faut vraiment non plus toujours chercher des raisons impossibles, puisque le choix avait été fait de certaines coureuses de ne pas aller sur cette épreuve. Donc est-ce qu'il y avait vraiment cette ambition de dire « nous ne roulons que pour gagner la Coupe du Monde » à partir du moment où vous zappez certaines manches? Je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment l'objectif d'aller gagner. On sait là, en tout cas, c'est encore plus possible que. En tout cas, ça va redistribuer les cartes. Mais la plus, en tout cas, motivée, c'était Lucinda Brand qui est présent sur tous les crosses. Ça ne sera pas à son avantage puisque la course a été annulée. Mais je ne serais pas étonné que dans d'autres manches d'ici la fin de cette Coupe du Monde, que des Alvarado ou des Van Empel, de nouveau, passent leur tour sur certaines épreuves. Ouais, avec la forme de Van Turnhout par exemple aussi chez les messieurs, avec un Iserbeat qui est pas mal. Évidemment, on entendait pas mal de coureurs du côté de la Sardaigne. Certainement un Sué qui aurait bien aimé essayer d'aller s'imposer là-bas et qui se retrouve avec une manche en moins sur un parcours idéal pour lui. Effectivement, mais comme Mathieu et Fred ont dit, il y avait ces circonstances météo, on ne sait rien y faire, ça soufflait trop et il fallait garantir la sécurité des coureurs. Ça a été un déplacement assez long, ça a été un voyage aller, un voyage retour, ça a été de la fatigue, ça a été sans doute du stress par rapport à l'attente, est-ce que la course va avoir lieu ou pas. Donc c'est dommageable pour les coureurs et ça va apporter une touche supplémentaire au niveau un peu d'indécision. Il y a un peu de flou avec cette semaine de pause, avec l'annulation de la Sardaigne. Oui, parce que Flanders Classic, visuellement, envisage à partir de l'année prochaine de laisser un week-end de battement. Et donc, il y aurait un week-end libre, ou en tout cas, il n'y a pas de Coupe du Monde pour permettre aux équipes de partir en stage. On rappelle aussi qu'en Italie, l'année dernière, les 2 dernières années, c'était Val di Sole qui accueillait la manche de Coupe du Monde. Et donc, on comprend bien aussi au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde qu'il y a les réalités. Aujourd'hui, les équipes veulent aller en stage en décembre, en janvier, mais aussi en décembre, et donc il faut tenir compte de cela. D'où le succès de la manche de la Coupe du Monde de Benidorm. Ça a été une excellente idée de placer cette épreuve-là au mois de janvier, quand tous les coureurs sont dans la région, et c'est pas une surprise si Wout van Aert a sélectionné cette épreuve-là dans son très court programme. Frédéric Amorison aussi passera toute la semaine qui précède Benidorm du côté de la Costa Blanca. Exactement. Pour les Flandriens. Après, finalement, ça reprend un peu le même principe du cyclisme sur route depuis quelques années. C'est de moins courir, faire plus de stages. Ce n'était pas le cas dans le passé au cyclocross où sur ces 4 ou 5 mois d'hiver, l'ensemble des coureurs-coureuses faisaient toutes les manches. Ici, on se rend compte qu'on a besoin de souffler. On veut retourner faire des entraînements de qualité au soleil. Et donc, cette importance d'avoir un week-end off ou d'avoir aussi, je pense qu'au niveau des organisateurs, le fait que des champions comme Van Empel ou Alvarado annoncent de ne pas participer à cette manche en Sardaigne, ça dénature quand même un petit peu la qualité de l'événement qui était à sa première édition en Sardaigne. Donc ça, c'est quand même pas top pour un nouvel organisateur. Oui, la transition a été toute trouvée, notamment par Julien. Tu viens de parler de Wout. C'est la grande nouvelle aussi de ce début de mois de décembre. D'habitude, ça venait un petit peu plus tôt. On avait les programmes de Mathieu, de Wout à la mi-novembre. Ici, ça a traîné. On nous avait dit avant Dublin qu'on allait savoir. Il n'en était rien. Et puis finalement, les dates sont tombées. Moll, Le Naut, Gullegem, Dendermonde, Benidorm et Maasmechelen. 6 crosses seulement, messieurs. Question ouverte, plus que jamais ici. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Fred. Mathieu, on va commencer avec Mathieu. On est content, on est super content que Wout est de retour 3 mois après sa chute. Ça, c'est
c'est une excellente nouvelle. On se doutait que ça allait arriver. Moi, j'ai beaucoup aimé le communiqué. On a parfois des communiqués qui sont tapés par les attachés de presse et on n'y croit pas. Ici, c'est Wout van Aert qui s'exprime et qui dit voilà, moi je reviens par amour du cyclocross. Vraiment, il n'y a pas une volonté de faire des résultats manifestement parce que l'objectif il est plus loin. Il pense déjà au printemps, mais comme c'est sa discipline de prédilection, il revient 6 manches au total. C'est peu, ça sera la première fois qu'il disputera si peu de cyclocross, à moins qu'il ne change encore en cours de route. On sait qu'il y a parfois des organisateurs qui peuvent se montrer très convaincants, on ne sait jamais, on verra bien en fonction évidemment de ses capacités du moment, mais c'est vrai que c'est un record en termes négatifs, si on parle de prestations, puisqu'il y en aura 6. La fois précédente où il avait si peu roulé, c'était en 2020 après sa fameuse chute sur le chrono au Tour de France où il avait roulé, je pense, et je suis même certain, 7 cyclocross sur l'ensemble des ça. Il y en avait 9 en 2023, 14 en 2022. Il y avait eu cette année justement où il avait eu cette fameuse chute et il y en avait 30 en 2019. Ça, c'était sa dernière grosse saison. Ça, c'est terminé, une saison. C'est fini, on l'a bien compris. Fred, pareil, qu'est-ce qu'on peut en penser? Cycross, on le sait, hein, le cyclisme change, les objectifs aussi, il y a l'âge qui avance aussi pour un garçon comme Wout van Aert. Pour le moment, c'est la même situation du côté de Mathieu Van Der Poel, on n'a pas encore d'infos. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? La grande différence avec Mathieu, c'est qu'il y en a un qui a eu une année exceptionnelle, à nouveau, quand on parle du champion, l'ancien champion du monde, et de Wout van Aert, qui a eu une saison route hyper compliquée. On aurait pu, en tout cas, je pensais le voir revenir un peu plus tôt dans les labourés, pour être en excellentes conditions au printemps prochain. Apparemment, des petits soucis de santé, notamment au niveau de la course à pied, qui ne lui permettaient pas d'être vraiment très très bien. Et dans cette situation, j'ai envie de dire qu'il y a 6 organisateurs qui sont hyper heureux et de nombreux déçus de ne pas avoir Wout qui sera présent sur leur épreuve, parce que en Belgique, au niveau du cyclocross, c'est le phénomène. Vous vous déplacez pour voir Wout van Aert. Donc, si on veut augmenter son nombre de courses, il faudra trouver les accords entre Wout, entre son manager, entre son équipe, en espérant en tout cas que ce soit le bon compromis dans cette préparation entre les crosses, entre les stages, pour pouvoir aller chercher ce fameux objectif printanier, c'est de remporter une grande classique. Moi, je m'interroge, pourquoi il ne participe pas au championnat de Belgique ou au championnat du monde? Alors, le championnat de Belgique, je peux comprendre, étonnant, il y a de nouveau un stage, ça j'ai bien compris, mais les championnats du monde à Liévin, il sera à Maasmechelen la semaine précédente. Bon, voilà, moi je ne suis pas responsable du planning, tant mieux. Quitte à en faire quelques-uns, autant aller jusqu'au championnat du monde, c'est étonnant. Il aborde vraiment cette saison de cyclocross pour le plaisir, et aborder le championnat du monde, c'est sans doute avec beaucoup plus de pression, une pression qu'il ne veut sans doute pas se mettre. Et si Mathieu vient, éviter la comparaison encore. Et si Mathieu vient, alors il y aura sans doute un duel avec Mathieu, mais il y en aura un ou deux sur les épreuves. Je pense que Mathieu va faire 2 ou 3 cyclocross d'après ce qu'on entend. Mais je pense qu'il aborde cette saison de cyclocross de manière un peu plus détachée, juste par amour, un peu comme l'an passé aussi. Il n'était pas à son niveau habituel au niveau des cyclocross. Il n'y avait pas des grandes ambitions du côté de Wout non plus. Hein. Et il n'y a plus cet affrontement entre les deux grands champions au niveau d'un championnat du monde depuis Augereit et ce fameux sprint. Et cette fin de course tactique qui a tourné à l'avantage de Mathieu une fois encore. Bon, j'ai un petit débat à vous proposer justement par rapport à ces grands, comme on les appelle dans le monde du cyclocross, qui commencent petit à petit à disparaître. On le disait, peut-être seulement 3 crosses pour Mathieu, 6 seulement pour Wout. Il y a le transfert de Thomas Pidcock du côté de l'équipe Q36.5, avec également de son côté aucune information par rapport à un calendrier de cyclocross. Petit débat avec vous, messieurs, tout simplement par rapport à la pérennisation si c'est OK, si c'est correct, du cyclocross. On le disait dans les dernières années, on était toujours en train de se poser des questions. Mathieu, quand est-ce qu'ils arrivent pour qu'on ait véritablement les grands qui soient là, pour que le public soit présent, pour que l'ambiance soit prévue, soit là et soit bien présente. Finalement, les années passent, les cyclocross diminuent de leur côté. Est-ce que c'est pas une bonne chose pour le cyclocross de les voir partir petit à petit comme ça? J'ai quand même la sensation qu'on a des crosses beaucoup plus beaux. C'était le cas notamment à l'occasion de ces 2 dernières Coupes du Monde, spécialement à Dublin, avec une finale de course avec 7 coureurs capables d'aller jouer la victoire. Voilà, la question elle est posée, le débat est lancé. Je sais qu'on a plusieurs avis ici.
moi j'ai tendance à dire, et je lance le pavé dans la mare, que c'est une bonne chose de les voir partir petit à petit pour laisser la place et donner tout le crédit à ceux qui sont là depuis le début. Alors je te rejoins sur ton avis, peut-être de manière un peu plus nuancée, parce que ça reste une chance d'avoir ces athlètes d'exception au niveau du cyclocross. Van Aert, Van der Poel, c'est un régal à regarder au niveau des labourés. Mais l'an passé, en fin de saison de cyclocross, je m'ennuyais un peu. Je regardais un cyclocross. La question n'était pas de savoir qui allait gagner, mais comment ? Avec combien d'avance ? Avec combien d'avance, et surtout quand Mathieu Van Der Poel allait produire 13 victoires sur 14. Oui, allait produire son effort. À Benidorm, on se souvient de la chute à Benidorm. 5e à Benidorm, ouais. Et sans cette chute-là, il aurait peut-être gagné, il aurait peut-être fait remporter toutes les épreuves. Mais ça devenait peut-être un peu lassant. On a ça aussi sur la route, avec toutes les victoires à réputation de Tadej Pogačar. La question, c'est aussi de savoir à partir de quel moment il va attaquer, à partir de quel moment il va creuser l'écart. C'était un peu le sentiment que moi j'avais l'an passé au niveau de la saison de cyclocross. Ici, il n'y a pas ces grandes stars, sans faire injure à Iserbyt, à Van Turnhout, Sweeck et tous les autres. Mais il y a du suspense à chaque épreuve. Il y a des batailles, il y a des luttes serrées. Et comme tu disais, Gordon, à Dublin, c'était très palpitant dans le dernier tour. Donc, moi, j'aime assez bien la saison de cyclocross, mais je serais content de revoir sur quelques épreuves les grandes stars. Parce qu'ici, on va assister à ce cyclocross de Namur. Il n'y a pas de Pidcock, potentiellement pas de Mathieu, pas de Wout non plus. La bagarre est hyper ouverte, c'est hyper emballant. Je trouve personnellement qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre ces gars-là. Ouais, je pense qu'il faut voir les choses aussi avec un peu plus d'ouverture. Hein. Chez les femmes, tout le monde sera là. Et ça, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, depuis 5 ans, c'est chez les femmes qu'on avait souvent le plus de satisfaction en regardant le cyclocross. Un gros spectacle. Il faut venir tôt à Namur pour la Manche. Avec les jeunes aussi, il y a toujours de quoi faire. Les femmes, tout le monde sera là. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'il y a du spectacle. Hein. On est bien d'accord, il y a du suspense jusqu'au dans le dernier tour. Mais c'est vrai que le grand public aime bien savoir, quelques jours à l'avance, ah tiens, j'irai peut-être à Namur, j'irai peut-être à Diegem, mais est-ce que Pidcock sera là? Est-ce que Van Der Poel sera là? Est-ce que Van Aert sera là? Ça, qu'on le veuille ou non, je pense que le grand public sera toujours attaché à ça. Et on arrive, je pense, à un tournant, à un creux peut-être aussi générationnel en termes de popularité. Sauf qu'il y a un gars qui est là, et vous le connaissez évidemment, c'est Thibau Nys. Thibau Nys qui n'a peut-être pas encore l'aura qu'il aura d'ailleurs dans quelques années au niveau de sa popularité, ça c'est sûr, en Wallonie du moins, mais je suis convaincu que c'est un gars qui, s'il veut s'inscrire dans la durée dans le cyclocross, aura peut-être, pour encore une fois le dire, aura le niveau de ces gars-là. Donc il faut aussi pouvoir accepter qu'on est peut-être dans un creux au niveau de la popularité, mais que ça va revenir, j'en suis convaincu. Mais je pense que les chiffres étaient assez bons au niveau des audiences et au niveau du nombre. Et puis à Namur, Namur, chaque année, les records sont battus. Ah oui, et il va encore être battu dimanche, j'en suis persuadé, même si les trois grands ne sont pas là. Mais au niveau des audiences et du nombre de spectateurs sur les épreuves en Flandre, même sans Van Aert, sans Van Der Poel et sans Pidcock, les entrées étaient assez bonnes. Et chez les filles, les audiences sont aussi très très bonnes. Ouais, des courses folles. J'ai l'impression justement par rapport à ça. Et lorsque tu commandes, Gordon, les audiences sont encore meilleures. Ah bah voilà. Ça m'étonne pas, surtout avec Gérard et tout. Non, il y a toujours une bonne ambiance et quelle bagarre à chaque fois, c'est clair et net. Pour rester justement sur ce sujet-là, avec cette page qui se tourne, Mathieu, dont tu parles, et qui, de toute façon, devait arriver à un moment donné. Puisqu'on le sait, l'âge avance, les objectifs sont différents. Il faut faire de la place aux jeunes qui arrivent, et je pense qu'il y a pas mal de bons jeunes pour pouvoir prendre la relève. Est-ce que finalement, Mathieu Van Der Poel ou Wout Van Aert, en faisant des calendriers un petit peu moins chargés, en ayant adopté finalement une sorte de mode dégressif, hein, on parlait de Wout avec 30 crosses, 14, 9, 6, petit à petit, est-ce qu'on n'a pas préparé les gens justement à l'habitude de ne plus les avoir, Fred? En tout cas, je ne suis pas persuadé que c'est la meilleure solution pour encore améliorer, eux, leur niveau. Quand on voit Mathieu Van Der Poel ces dernières années, ça a été la star du printemps. Il a pu, par la suite, même se préparer en juillet pour devenir champion du monde, en faisant 10, 12, 14 crosses. Et de quelle manière? On a dit 13 victoires sur 14 crosses. Pourquoi les diminuer pour un garçon qui va garder les mêmes objectifs? Ouais, c'est vrai. Le seul changement peut-être annoncé, c'est d'avoir l'objectif d'aller chercher le champion du monde de VTT.
la seule épreuve qui n'a pas encore eu un titre arc-en-ciel. Donc pourquoi le réduire? Je suis un petit peu surpris. Peut-être de se lasser, oui, de rouler dans des conditions difficiles, même si c'est leur cheval de bataille depuis des années, qu'ils ont pris énormément de plaisir. Alors vous avez dit, oui, au niveau du suspense, c'est présent. Au niveau technique, je dirais que ça l'est quand même beaucoup moins. Quand on a vu un des derniers crosses, que je crois que c'est le seul Niels van der Put qui arrivait à passer les planches en vélo. Quand on a des Van Aert et des Van der Poel au niveau technique, on est quand même sur un niveau autre. Et puis sur du long terme, je pense qu'au niveau public, que ce soit au niveau des téléspectateurs, au niveau des spectateurs présents au long du parcours, les premiers mois, on va avoir ce phénomène où on va rester sur l'ambiance du cross, mais petit à petit, je crois qu'avec l'absence de ces grands champions, ça va diminuer. Et dans un avenir proche, et quand on voit la saison de Thibaut Nys, qui est faite plus de bas que de haut, je crains qu'il ne faudra pas très longtemps pour que lui aussi se dirige vers un calendrier de route bien plus précis et beaucoup moins de cross. Si je t'entends, Fred, t'aimerais bien que la saison de Mathieu soit un petit peu médiocre, comme ça il se dit tiens, je reprends une préparation cyclocross. Non, j'aimerais bien tout simplement que, comme ça a toujours été le cas, que la première partie cyclocross soit sans ces grandes stars, mais qu'on reste dans l'idée de 10, 12, 14 crosses entre le 10 décembre, en général, c'est un petit peu les dates vers lesquelles les champions revenaient, jusque Benidorm. Et ça, c'est vraiment la période hyper attractive. Maintenant, ça n'est peut-être pas donné, et là, je vais parler de termes de budget. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les organisateurs sont encore à même d'arriver c'est minimum 15 000 euros à convaincre 1, 2, 3... Peut-être que leurs prix ont aussi encore augmenté. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va poser la question à David Van der Poel, qui sera notre invité dimanche sur le plateau à Namur. David Van der Poel, forcément le frère de Mathieu, qui a arrêté sa carrière et qui est très bien placé pour parler aussi finance, puisqu'il est devenu agent de coureur. Et donc, je pense qu'il sera là pour nous donner des éléments de réponse et aussi des pistes de réflexion par rapport à ça. Rendez-vous dimanche. Ouais, ça va être un beau rendez-vous, ça c'est clair et net. Ben oui, on parlait donc de ce peloton qui possède un très très beau niveau avec cette belle bagarre. J'ai quelques chiffres ici, 3 victoires pour Iserbyt, 2 victoires pour Van Turnhout, 2 victoires pour Van de Put, 3 victoires pour Van der Aar, 3 victoires pour Sweeck, 3 victoires pour Nys. Ça tourne autour des mêmes chiffres. Ça veut dire qu'on gagne avec beaucoup de coureurs différents, et ça fait partie des belles choses de ce début de saison. On va d'ailleurs faire un petit top, un petit flop aussi peut-être du côté de chaque catégorie, chez les hommes, chez les dames, depuis le début de saison. C'est ce qu'on faisait chaque année, avant l'arrivée des tout grands. Aujourd'hui, c'est encore plus rare que les autres années, donc on va quand même garder la même habitude et on va voir ce qui va se passer justement pour la suite des opérations. Il y a toujours cette petite moitié de saison qui marque un tournant dans l'année de cyclocross. Et donc, j'ai envie de savoir avec vous un petit peu, après ces 2 premiers mois, on va dire, très intenses de cyclocross, qui sont les noms que vous avez décidé de ressortir, les tops, mais aussi les flops. Mathieu, on commence par toi, puisque tu es le boss, tu es assis et tu es le patron aujourd'hui. Il faut le dire vite, il faut profiter de ce moment, parce que c'est le trône de Frédéric Amaury. C'est ça. Commençons par les dames. Le top, Casasola. Je trouve qu'elle a vraiment brillé en cette première partie de saison. C'est une fille qui est au cœur d'un pari, clairement. C'est le pari des frères Rotov de faire en sorte que cette transalpine enchaîne les résultats. Et donc, j'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être pas la fille qui se retrouve sur la plus haute marge du podium, mais je trouve que dans sa façon de courir, elle est très sympa. Elle aime le cyclocross à Namur. On se souvient qu'elle a fait des résultats le passé. Attention à elle dimanche. Les flops chez les dames, Denise Betsema. Qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, c'est assez dommage. Toujours au-delà du top 10, presque. Ouais, vraiment. Je trouve ça sent peut-être même la fin de carrière pour elle. Et chez les messieurs, pour y aller tout de go, chez les messieurs, j'ai pas envie de citer un nom en particulier. Je trouve que c'est justement cette capacité à avoir la globalité. Énormément de coureurs capables de gagner, ça c'est chouette. Et le côté négatif à retenir, là non plus, j'ai pas spécialement envie de sortir un coureur, mais aussi les difficultés pour les équipes d'encore exister. On voit à quel point c'est difficile avec le changement d'ici quelques semaines maintenant avec le changement au niveau de la loi sur les paris. On sait que Mette Penningen a trouvé un nouveau sponsor, mais que d'autres équipes sont en danger. Donc voilà, c'était plutôt une réflexion dans ce sens-là. Ouais, on entend. Très bien. Magnifique. Le boss. C'est pour ça que c'est le boss. Vas-y. Fred, vous allez me gêner, je vais finir par partir. Chez les dames et chez les messieurs. Alors chez les dames, je dirais, parce que c'est toujours compliqué de rentrer
blessure ou de maladie. C'est Alvarado, qui en termes de succès, on a été chercher énormément, alors qu'elle a eu la mononucléose, ancienne championne du monde. Pendant longtemps, on s'est dit, oui, à la nouvelle génération qui arrive, ce sera très, très difficile d'encore rivaliser. Et puis, elle a vraiment fait ici une première partie de saison assez impressionnante. Dans les flops, j'ai envie de dire, les coureuses belges en général. On pouvait attendre beaucoup plus, même si Sonnekant est sur la fin. Laura Verdonschot, elle se cherche. Marion Norbert-Riberol aussi. Et pourquoi? Mais parce Marion que qui a gagné. Mais quand je vois l'explosion de Sarah Casasola, qui a la chance d'avoir une équipe maintenant qui est vraiment cyclocross, avoir un calendrier, des entraînements précis, et qui sur un an de temps arrive aujourd'hui à accompagner les meilleurs sur les manches les plus importantes, je trouve que, voilà, au niveau des coureuses belges, ça fait des années qu'on est là, mais quand les meilleurs sont là, on se bat pour essayer de rentrer dans le top 10. Donc, il y a encore beaucoup de travail au niveau des courses belges pour pouvoir atteindre ce niveau qu'a pu atteindre Casasola cette année, derrière les Néerlandaises, comme toujours. On sait que Marion Norbert-Riberol adore écouter en roue libre. Évidemment, Marion Norbert-Riberol, très bon niveau cette année, mais toujours ce petit truc qui manque au niveau des départs. Notamment qui pour elle, c'est la mi-janvier. C'est enfin aller chercher ce titre de championne de Belgique. Si Marion elle est championne de Belgique, tout le monde dirait que sa saison elle a réussi. Donc c'est clair qu'il pourrait aussi causer un switch dans la tête. Il y a une grosse pression ce jour-là. Il faut pouvoir la gérer. Ouais, c'est clair. Et par rapport aux messieurs, Fred? Alors, chez les messieurs, on a dit, il y a énormément de suspense, et puis c'est de dire qui peut gagner. Et donc, je vais citer quelqu'un qui n'en a gagné qu'une, si je ne me trompe, et c'est un cross de classe 2, c'est Felipe Orts, qui vient d'une nation qui n'est pas du tout du cyclocross. Un petit peu dans le même ordre d'idée que Casasola. Dans le même principe que Casasola, on lui a donné la chance d'intégrer l'équipe Ridley, qui est consacrée au cyclocross depuis quelques mois, qui se bat comme un diable du départ jusqu'à la fin, qui ne lâche rien par tout type de parcours. On l'a vu lors des championnats d'Europe sur un parcours quasiment de gravel, tenir dragée haute à Thibonneis. Et puis dans des crosses hyper boueux, venir là aussi rivaliser avec les meilleurs. Donc si je dois citer un nom parmi, et on cite toujours des grands champions, c'est celui qui, chaque week-end, est là pour accompagner les meilleurs. Et du côté de Julien Gilbert, est-ce qu'on a des noms qui reviennent? J'allais effectivement pointer ce brave Philippe. J'avais beaucoup aimé ce championnat d'Europe avec Nice, où il était au bout de lui-même. On avait l'impression qu'il allait tomber, qu'il allait chuter à chaque virage à la fin, tellement il était dans le rouge, mais il s'est accroché. Il a été chercher ce podium. Il a obtenu d'autres podiums. Mais alors, pour citer un autre coureur que lui, j'ai envie de mettre en avant Toon Arts. Il n'a pas gagné encore, mais on sent que la victoire est dans le viseur. Lui non plus, ça n'a pas été facile de revenir après sa suspension. Attention, lui à Namur. Il se souvient qu'il avait failli gagner il y a quelques années. C'est clair. Oui, il a terminé plusieurs fois sur le podium à Namur. C'est un rendez-vous qu'il aime bien. Il est présent quasiment chaque année. Donc ce sera un sérieux client, effectivement, ce dimanche à Namur. Et en plus, pour préciser, Toon Arts, avec sa suspension, devait, depuis le début de la saison, démarrer très très loin. Et il me semble qu'en Sardaigne, il devait normalement partir en première ligne. Ça devait être la première fois de la saison. Ça, c'est quand même un élément très important par rapport au départ. Oui, clairement. Mais on l'a déjà vu à Dublin, il se rapproche toujours des premières places. On sent que la victoire est dans le viseur pour lui. Mais c'est son côté aussi combattant. Quand on voit son parcours, la façon dont il revient et qu'il retrouve les premières places. Au niveau du flop, peut-être Thibonneis. J'allais partager cet avis-là aussi. Il nous a montré de très belles choses à nouveau, super talent. Il en fait beaucoup, c'est sans doute celui qui a le programme le plus lourd au niveau de la saison de route par rapport à tous les autres, sauf bien sûr Van Aert et Van der Poel. Donc c'est plus compliqué à gérer sur l'ensemble d'une saison. Il est encore assez jeune, mais ça a toujours été un peu son défaut ces dernières années. On me souvient que dans ses émissions dans Roue Libre, on parlait déjà de son irrégularité. Et ici, ça a encore été le cas. C'est encore gros défi pour Maxime Montfort, qui va travailler avec lui tout au long de la saison 2025. Ils sont très très proches, les deux hommes. On avait l'occasion d'en parler avec Maxime à Overrace. Pas évident, demander à Wout van Aert, demander à Mathieu Van Der Poel. On a quand même l'impression qu'il se loue beaucoup moins sur la route. C'est clair, sur la route, c'est... Quand on voit dans les épreuves de retour, de choisir le bon timing quand il sort de la boîte, comme on dit. En cyclocross, ces dernières semaines, sans être méchant, une fois il va se prendre le poteau et il s'accroche dans les cordes. Une fois il y a un Boros. Et une dernière fois, il voit qu'il y a quelqu'un au sol, il veut quand même passer les planches.
Voilà. En revoyant les images, on se dit quand même, sur ce moment-là, il faut descendre du vélo. Il est faut jeune. pas le tenter. Moi, j'ai l'impression que ça ça va reste venir aussi avec un le homme temps. de coup d'éclat. Il est capable, sur un cross, de faire la différence. À Overray, ce qu'il avait fait en début de saison. Mais il vaut mieux ça, finalement. Ouais, c'est ça. Quelques coups d'éclat, ouais. vous êtes parmi les tops mondiaux, que de rester toujours à moitié dans la norme. On Il sait que les- gagnera encore une belle course, ou Ouais, des sans belles doute. courses, même, je pense, d'ici la fin de saison. On sait que les négociations d'ailleurs ont été un petit peu compliquées pour l'équipe de son père, Baloise Trek Lions. Finalement, du côté des messieurs, on en attendait beaucoup de Thibaut, puisque forcément Pim Ronard était un petit peu malade. Il revient d'ailleurs, Pim Ronard, pour la deuxième partie de saison. Ça va être intéressant. Je pense qu'il était, Il y a eu la il était pas mal maladie de Lyme. De Lyme, Arnaud Delis. comme Arnaud Delis en début de saison. Parce que du côté de chez Sven Nys, les satisfactions, elles sont surtout chez les dames, avec cette Lucinda Brandt qui est vraiment en train de réaliser Tati. une belle saison. Ouais, c'est ça, la Tati Brandt. Et qui adore Namur. Hein. Ouais, et qui adore Namur. Ouais, bien sûr. Comme Qui vous, s'est d'ailleurs. Oui, qui s'est déjà imposé la capitale du Mais cyclisme en qui n'aime pas Wallonie. Namur? Ouais, c'est la plus grande Je l'ai dit, ville hein. de vélo, que ce soit clair, en Belgique francophone, en Oui. Belgique tout court même. Mm. Le bain chou qui se tait d'un coup. Ben voilà, donc les tops, les flops un petit peu chez tout le monde. J'avais envie simplement de revenir avant de passer à une des parties les plus intéressantes. Et d'ailleurs, on sait que Mathieu l'attend avec beaucoup d'attention parce qu'il s'est préparé. C'est pareil pour Fred. Ça va être particulièrement compliqué puisqu'on va avoir un quiz sur Namur. Mais je voulais revenir sur Felipe Horst, qui finalement est dans le cyclocross depuis pas mal d'années. C'est vrai que ça fait un moment qu'on le voit. Plusieurs fois champion d'Espagne, parfois bien classé, top 5, top 3. C'était bien plus rare les autres années. Comment on peut expliquer ce changement d'équipe et tout d'un coup ce changement de statut aussi qui le place parmi les coureurs qu'on attend pour la victoire sur presque tous les crosses maintenant? Mais j'ai envie de dire qu'au niveau quand même cyclocross, ce qui n'est pas le cas d'autres disciplines, la technique est hyper importante. Il ne faut pas oublier qu'il y a 12 mois encore, il roulait avec un sponsor privé, si je ne me trompe, espagnol. Il n'y avait pas grand encadrement. Ici, il est quand même passé dans une structure où on est avec des personnes d'expérience qui sont là depuis des années au niveau du cyclocross. Et donc, ce ne sont pas que les courses. C'est toutes les semaines, les mois qui préparent les rendez-vous qu'il faut être dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas simplement le changement de marque de vélo ou le changement de pneus qui fait la différence. C'est vraiment d'arriver à avoir cet entraînement, cette amélioration encore de la technique. Et puis, vous avez aussi, malgré son âge, je pense qu'il a 29 ans, ça m'a donné le déclic de dire aussi, je suis capable d'accompagner les meilleurs très très longtemps, de ne pas être finalement en mode d'infériorité au départ d'une grande course. Et il commence à faire pas mal peur à certains garçons. Ouais. Il y a peu de temps, on entendait Elise Herbit et son manager dire il faut arrêter de parler des 3 grands. Hein. Il n'y en a pas 3, il y en a 4 de grands avec Iserbit. Ouais. Quand je dois dire un flop, bien c'est Iserbit. Les 3 grands ne sont plus là, mais il ne fait pas honneur à son statut, sans revenir sur l'incident du début de saison. Seulement 3 Mais il victoires ne depuis le pèse début de pas saison sur pour la Elie. course, et on voit les autres finalement qui se rapprochent fortement du niveau du champion de Belgique, voire meilleur que lui sur pas mal de crosses. Ouais, Felipe Horst qui en plus de ça pour le moment en course doit toujours officier tout seul et qui devrait peut-être, en tout cas je vais vous demander simplement si vous avez des nouvelles de Joris Nieuwenhuis notamment. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Nieuwenhuis? Parce que chaque de la semaine... guitare, je sais qu'il est fan de guitare, mais voilà. Peut-être qu'il est occupé dans un marché de Noël actuellement, mais on n'a toujours pas de nouvelles de Nieuwenhuis. Et chaque semaine, c'est très étrange ce qui se passe autour de Nieuwenhuis. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles non plus pour Pidcock. Vous allez me dire, en plein transfert, c'est probablement plus la priorité. Lui qui a pris dans ses bagages Kurt Bogart et son frère, Joseph. C'est important de le dire. Alors, je ne pense pas qu'on va voir Pidcock cette saison en cyclocross, peut-être en toute fin de saison, peut-être sur les championnats du monde, mais il a d'autres chats à fouetter à ce moment-ci. En 2024, on ne va certainement pas le voir avec le maillot Ineos. Non, ça c'est terminé. On a senti la fracture entre Ineos, c'était déjà le cas clairement, forcément dans la presse on l'avait vu, mais également sur les grands tours, sur le Tour de France qui a été compliqué, et puis surtout au Tour de Lombardie où il a été retiré de la sélection au dernier moment. Ils ont dû, à mon avis, douiller, pour le dire platement. Pour une équipe qui a très très peu gagné l'année dernière. 5 victoires seulement. Une équipe qui n'est pas World Tour, c'est quand même un fameux défi qu'il s'impose. Là. Rapidement, on en pense quoi du transfert de Pidcock? Et là, je ne parle pas forcément du cross parce qu'on a compris que ça allait être peu de cross, voire peut-être pas du tout. Mais par rapport à ce coureur, ce talent,
On le sait qu'il y a aussi une marque de vélo du côté de chez Q36.5 qui l'accueille, qui lui donne envie aussi. On en pense quoi de ce transfert? Maintenant, moi, j'ai été surpris par rapport à la destination, par rapport à sa nouvelle équipe qui est plus petite, par rapport au talent qui est Tom Pidcock. Maintenant, il faut toujours prendre en compte que le vélo, ce n'est pas que du physique, c'est aussi le mental. Et je pense que chez Ineos, ça ne fonctionnait plus. Il y avait trop de tensions en interne. Il y avait aussi ces ambitions qui sont multiples et qui sont peut-être trop multiples. Il faut trouver une équipe qui accepte ça. Oui. Il faut trouver une équipe qui accepte justement cette diversité-là aussi. Mais pas toujours facile à gérer, visiblement. Non. Pidcock, parfois, visiblement, dans l'entourage, on n'a pas de nouvelles pendant quelques jours, puis on apprend qu'en plein milieu de l'hiver, il est parti faire du ski, puis il revient sur des cyclocross. Et puis il passe sur une croisière. C'est ça. Voilà, tout c'est de trouver le bon truc. Maintenant, je crois aussi qu'il était un peu en guerre là, avec Steve Cummings, qui lui aussi quitte Ineos. On a peut-être... Allez, j'ai envie de dire, imaginer de trop grands résultats sur le grand rendez-vous, c'est-à-dire le Tour de France. On est déjà parti sur pas mal de calendriers avec Thomas Pidcock, spécialiste des classiques flandriennes. Tous les ans, il y a eu un changement d'ambition. Où il a été bon. Mais Q36.5 n'a jamais disputé un grand tour. Non, mais justement, on a peut-être à un moment donné chez Ineos dit, oui, on a un excellent coureur, il a gagné l'Estradé il y a 2 ans, il a gagné l'Amstel pour les classiques, mais Ineos, c'est le Tour de France. On rêve encore d'aller gagner le Tour de France. Il y a peu de temps, on annonçait les ambitions de Pidcock dans un avenir proche, c'était un podium sur le Tour de France. Ça paraît quand même difficile au vu des dernières années. Est-ce qu'on n'était pas content de libérer un salaire hyper important? Et ce choix d'équipe, j'ai envie de dire que Scott, qui est le vélociste de la formation Q36.5, qui était encore en 2024 chez DSM et qui quitte la formation World Tour, donc non plus que cette équipe suisse, eh bien, a du budget à mettre pour essayer d'avoir, pour cette marque, quelqu'un qui est d'envergure, qui va permettre de relancer, de faire de la vente. Il faut bien savoir que cette marque, au-delà du vélo de route, a un catalogue en termes de VTT, mais de très très haut de gamme. Et moi, je ne serais pas surpris de voir Pidcock refaire un calendrier VTT sous la discipline avec le fabricant Scott pour essayer d'aller chercher des manches de Coupe du Monde, des titres, et jouer surtout les classiques et non plus cette ambition de grand tour comme il avait été annoncé il y a peu de temps. On l'a vu tenter les classiques flandriennes, les classiques wallonnes, les grands tours. Il sent bien qu'un petit peu partout c'est bouché, il y a des énormes talents devant lui. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent comprendre que les grands tours, il faut oublier. Il faut aller sur ce qu'on peut faire le mieux, ce sont les classiques. Quand on a gagné l'Amstel, l'Estradé, qu'on a fait 2e à Liège, eh bien, il faut bosser pour être bien en mars, en avril. Est-ce que c'est le bon choix de ne pas faire de cross? Et il aura un super bon VTT. Voilà. Il faut bosser pour le quiz aussi, non? On va bosser pour le quiz. Il est impatient. Je suis impatient parce que je sais à quel point Julien Gilbert, en tant que Namurois, moi je pousse pas parce que j'ai peur d'être ridicule encore. Donc si nous on parvient à sauver l'honneur, je suis aussi Namurois, donc mais j'ai évidemment pas la moitié du quart du talent et des connaissances de Julien. Mais c'est vrai que ce petit quiz, on l'attend avec impatience. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Arnaud Delis? On a vu des vidéos YouTube notamment, on sait qu'il joue à Fortnite. Donc moi, je vous propose un petit Battle Royale. Ici, un petit Battle Royale par rapport à Namur. Il bosse en tout cas. Ah, mais il va très bien. Il va très bien. Fort, vous le suivez sur ce travail sur YouTube, d'ailleurs. Très bonne vidéo. Il plonge très bien dans la piscine. Il plonge très bien dans la vidéo aussi. Ouais, une belle... Espérons le revoir du côté de Dighem, peut-être. Très intelligent, j'ai envie de dire, si je me permets, très intelligent en termes de communication. Voilà, c'est vraiment bien fait. Je trouve que ça attire aussi un nouveau public avec des jeunes. Le vlog d'Arnaud Delis et toute son équipe avec Tom Van Vuckelen. Et tu parles de Dighem, moi j'annonce ici officiellement qu'Arnaud Delis sera de retour sur le plateau à Dighem comme les années précédentes. Voilà, je peux vous le dire, les gars. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau de fin d'année. C'est magnifique. C'est magnifique. Le Père Noël. Bravo, Père Noël sous le sapin. Tonton Mathieu, encore une fois. Donc ça, c'est la belle annonce. Et deux invités magnifiques, avec Van Der Poel, David du côté de Namur. Nous, on aura un Van Der Poel sur le plateau. Ah bah nous, oui, au moins. C'est ça, en fait, on peut le vendre comme ça. Ne vous inquiétez pas. Van Der Poel sera là. Van Der Poel sera à Namur. Van Der Poel à Namur. Il y a Dighem, tout est encore possible. Voilà, c'est ça. Mais on aura Delis. Voilà, donc... Et alors, j'ai voulu vous inscrire au Turbocross, qui est la manche d'exhibition qui a lieu entre la course dames et la course messieurs. J'ai commencé à m'entraîner. Et pour l'instant, c'est en cours de négociation. Il faut qu'on ait du budget aussi pour pouvoir faire en sorte que Gordon soit aligné. Mais donc, c'est en cours. Donc, ça voudrait dire que je dois... d'éviter, parce qu'avec tous les watts qu'il a, il va provoquer une tempête. J'ai pas envie que Namur soit annulé. Mais ça voudrait dire que je dois commenter l'épreuve féminine habillée, alors déjà prêt. Ça, on verra bien pour tout ce qui est la logistique. On verra en temps voulu. Ça me paraît compliqué.
Peut-être commenter sur le vélo de cyclocross sur un rouleau, peut-être, pour s'échauffer. Mais on verra, on n'en est pas encore là. On en est au quiz. Et donc, forcément, le grand champion du quiz, c'est Julien Gilbert. Et champion du monde. Champion du monde. De Namur. Le champion du monde de Namur. Mais ici, c'est un quiz sur Namur, justement. Donc, il est vraiment l'ultra grand favori. Je vous propose un battle royal. Tour à tour, on va commencer par Mathieu, on va passer chez Fred et puis chez Julien. Tour à tour, vous devez citer un vainqueur ou une vainqueuse. Une vainqueur de Namur. Et donc, tour à tour, on va y aller. On commence avec Mathieu. Alvarado, c'est validé, bien sûr. Fred. Van Empel. Van Empel, c'est validé, Van Empel, effectivement, oui. On peut dire des hommes aussi? Oui, bien sûr. C'est tout les compris. consignes, Parce que tout compris. s'il n'écoute pas les consignes, il peut être éliminé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, 3, 2, 1, il y a du temps aussi. Je panique. Pitcock. Pitcock, effectivement. J'étais en roue libre, désolé. Kevin Powell, c'est pas mal. 2 fois, d'ailleurs. Oui, 2013-2015. Tout à fait, à l'époque où le challenge de la Gazette Van Antwerpen était encore d'actualité. Ouais. Fred? Sven Nys. Sven Nys en 2012, une seule fois vainqueur, effectivement. Mathieu Van Der Poel, facile. Combien de fois? 5. 5 fois, effectivement. 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021. Voilà. La dernière fois qu'il est venu. Mathieu, pour continuer. Lucinda Brandt, bien sûr. 4 reprises chez les dames, Fred. Allez, Fred. On a perdu Frédéric Amaury. Quand même. J'attends que tu fasses le 5, 4, 3. Van Tournout. Van Tournout en 2022, bien vu. Champion d'Europe d'ailleurs. Champion d'Europe, ouais, tout à fait. Nils Albert. En 2010, effectivement. Ouais, ça c'est remarquable. Parce que j'adorais Nils chercher Albert. plus loin dans le temps et il sait que là il va nous déstabiliser. Et donc... surtout que ça va devenir de plus en plus compliqué. Daphne Van Den Brandt. Oh, joli. Ça, c'est très fort aussi, puisque là, On parle de la première édition. On est en 2010, première vainqueur Ils ont bossé, les mecs, féminine. La championne du monde 2003, notamment, qui avait gagné la Coupe du Monde en 2012 et en 2010. Bonne chance à Morizon. Pas mal. Frédéric Je revois encore Mathieu arriver avec son petit carnet. Ouais, juste avant l'enregistrement, il y a Mathieu qui était plongé dans son petit carnet. Ça se prépare, l'émission, les gars, ça se prépare. Le boss. Fred, vas-y. Stibar. Ouais, Stibar, bien. 2011, qui se défend, Julien Gilbert. J'ai l'impression que vous le mettez quand même en difficulté. Francis Mouret, on aurait existé. Quoi. Ouais, elle est belle celle-là. Ouais. Francis Mouret, 2014. Oui, Francis Mouret entre les 2 victoires de Powell. Francis Mouret qui fait des initiations du côté de la province de Liège avec le trophée Bensberg. C'est super de le retrouver là-bas. Sympa. Voilà, ça se termine ce quiz. C'est à toi, Mathieu. Il y a encore de quoi faire, mais c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Chez les dames, je vais donner ma langue au chat, tout simplement. On a donc l'élimination de Mathieu Istas. Il reste plus que deux candidats en lice. Frédéric Amaury. Alors je continue chez les dames avec Marianne Vos. Marianne Vos 2012, effectivement. Katharina Nash. Effectivement, Katharina Nash 2015 et 2017. Frédéric Amorizon, pour donner peut-être sa langue au chat. Il est dans les cordes là. Elle est dans les cordes. On a dit Van Aert. Van Aert. Mais on l'a pas dit. On l'a pas dit. Victoire de Van Aert, ouais. Bien vu ça. L'américaine Catherine Compton. Catherine Compton, ouais, très bien. 2014 et 2013. Il est fort. Chapeau, il est fort. Vous aurez dit tout le monde en fait. Mais c'est quand même fort, quoi. Ouais, mais Fred, là, je pense que ça va être compliqué. Mais en fait, il peut plus répondre puisque on a tout dit, non? Non, il y en a encore une. Vice-championne d'Europe 2012-2010. J'en vois encore. Oui. Et il y a encore aussi une ancienne championne du monde espoir en 2018 qui a arrêté sa carrière très rapidement et qui avait notamment fait du VTT. Elle est consultante pour la télévision néerlandophone. Gérard Bullen, c'est fan. Ok. Terminé? Je crains. Et chez les messieurs, on a tout dit. Chez les messieurs, il me semble que tout a été dit. Oui. Si je vous dis Sophie. Sophie Debourg. Je ne l'ai pas écrit. Non. Ah, c'était pas elle. Sophie Debourg, non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Je donne des indices, mais c'est faux. Non, c'est pas Sophie Debourg. Ça n'était en pas tout cas, un on sait assist. que Gérard Bullen, c'est fan de Sophie. Voilà, c'est une bonne chose. C'est le cas aussi pour Lucio da Fontana, aussi, d'ailleurs. Non, pas j'offre.
Mais comme prévu, la victoire va revenir à Julien Gilbert. Est-ce que Julien Gilbert les a? Vous offrez des victoires, vous avez déjà donné? Non, je me suis mal exprimé. Moi, c'est la première fois qu'il en offre, en tout cas. Evie Richards. Ouais, Evie Richards, c'est la championne du monde espoir en 2018. Nikki Harris. Nikki, c'est Nikki, mais pas Harris. Nikki Breimer. Ah oui. En 2016. Heureusement que je termine. Et on avait aussi Sanne Van Passen en 2011, vice-championne d'Europe en 2012 et en 2010. Voilà, c'était les moments où on voulait arriver dans ce quiz, là où ça allait être compliqué. Victoire attendue, mais il y a un tout petit peu de suspense. Je trouve que vous avez été bon. De cette saison de cyclocross, en fait. À 2 tours de la fin, on ne savait pas qui allait gagner encore. Ça sera comme ça dimanche à Namur et aussi à Diegem, qu'il y aura du spectacle jusqu'au bout. C'est ça, c'est les rendez-vous qu'on se donne d'ailleurs avec. Mais il n'y a pas que cela. On rappelle que toutes les manches de Coupe du Monde et du Super Prestige sont à suivre. Il n'y a pas de trêve de confiseurs. Des confiseurs, même chez nous, sur Pix Sport, on est tout le temps là et on n'est pas là pour manger et pour boire. On est là pour commenter. 15 décembre, Namur en plateau, Ulst le 21, Zonhoven le 22, Moll le 23, Gavereux le 26, Besançon le 20 et Diegem le 30. Besançon 29 Besançon. Effectivement, donc tous les rendez-vous sont sur Pix Plus. Comment bien finir l'année. Ouais, comment bien finir l'année avec les petits cadeaux, avec les petits plaids, les petits chocolats chauds, enfin tout ce que vous voulez. Et peut-être autre chose aussi, qui sait, ce sera sûrement le cas du côté de Diegem notamment. Donc avec Arnaud Delis, on a quand même eu des scoops ici. C'était très très chouette. On se retrouve donc les gars pour cette ce magnifique mois de décembre qui nous attend. Et on vous attend tous bien sûr sur Pix Plus Sport. Ciao les gars. Ciao. Salut. Ciao, Salut. Ciao tout le monde.